Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs entre 18h20 et 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, le stade est-il une société à part? Pour tous les amateurs de sport et en particulier le football, le mois d'août a été fertile en rebondissements à propos des règles à suivre dans les stades. Le 16 août, un match de Ligue 2 a été interrompu par son arbitre en raison de chants homophobes depuis les tribunes. Cette situation s'est reproduite le week-end dernier pour deux matchs de Ligue 1 et mercredi pour la rencontre Nice-Marseille. Entre-temps, un débat médiatique a opposé deux ministres, la ministre de la Santé et la ministre des Sports, à propos de la consommation d'alcool dans les tribunes de football. Enfin, de nombreuses interdictions de stade et de déplacements ont été prononcées à l'encontre de clubs de supporters. Cette situation, dont on a l'impression qu'elle est tendue comme jamais entre clubs de supporters, dirigeants de la Ligue de football et ministres, est-elle si nouvelle? Assiste-t-on à une gentrification des stades français, comme on a pu le voir pour les stades anglais depuis plusieurs années? La loi des stades est-elle dérogatoire du droit commun, ou comme certains le pensent, précède-t-elle des nouvelles règles de maintien de l'ordre? C'est le temps du débat ce soir avec nos trois invités. Marie-Cécile Nave, elle est directrice de l'Observatoire genre et géopolitique de l'IRIS, elle est autrice du Sport, outil d'émancipation des femmes à travers le monde. Ludovic Lestrelin, il sera en duplex avec nous depuis France Bleu Normandie à Caen, il est enseignant-chercheur à l'Université de Caen et auteur de L'autre public des matchs de football aux éditions de l'EHESS. Et Michael Correia est avec nous ici, il est journaliste et auteur de l'histoire populaire du football aux éditions de La Découverte. Ça n'a rien à voir avec l'homophobie. C'est juste quelque chose qui appartient au football depuis très très longtemps. Purement scandaleux d'arrêter une partie de foot à la 20e, la reprendre à la 10 minutes après. Donc voilà, je trouve que c'est complètement ridicule. Je pense qu'on est en train juste de tuer tout ce qui est le folklore, le spectacle du football à travers ces décisions complètement stupides. On fait pas beaucoup de pédagogie en amont. Tout de suite, on sanctionne en fait. Il aurait fallu peut-être convoquer les supporters, faire des réunions avec les groupes, leur expliquer un petit peu les messages et la pédagogie derrière. Là, on crée tout de suite une guerre entre Ultra et ministère et la Ligue, quoi. C'est à se demander en fait s'il y a des matchs de Ligue 1 qui vont aller à leur terme dans les prochaines semaines. Voilà quelques réactions de supporters après l'interruption du match de Ligue 1 Nice-Marseille. C'était avant-hier, mercredi soir, au micro de Dominique Poulain pour France Inter. Bonjour Ludovic Lestrelin, vous êtes avec nous en duplex depuis Caen. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Marie-Cécile Nave. Bonjour. Et bonjour à vous, Michael Correia. On entend dans ces supporters différents, dans les propos de ces supporters différents, plusieurs termes qui vont revenir régulièrement dans des discussions. Ça n'a rien à voir avec l'homophobie. Donc, les chants de supporters qui demandent à ce que l'adversaire donc soit un PD, soit un enculé, ou encore, il faut faire de la pédagogie parce que tout cela, c'est le folklore du football. Vous êtes auteur d'une histoire populaire du foot. Est-ce que c'est le folklore du football? Il y a un folklore du football effectivement autour de l'insulte. Je rappelle que dès la fin du 19e siècle, et notamment à Londres, on voyait déjà dans certains matchs les premières insultes. Une des plus connues à l'époque, c'était « file-lui un bon coup de latte » par exemple. Le problème avec le folklore, c'est qu'on peut mettre tout et n'importe quoi derrière, et surtout ça peut excuser tout. Je rappelle quand même, il n'y a même pas 30 ans en France, on lançait des cris de singe envers les joueurs noirs, et on parlait déjà à l'époque de folklore. J'ai même vu lancer des bananes moi sur les stades. Oui, il y a même ça effectivement. Donc aujourd'hui, effectivement, les stades, c'est pas un espace qui est complètement déconnecté de la société. C'est même, il peut même être un miroir grossissant. Donc aujourd'hui, sur les questions notamment de sexisme et d'homophobie, il y a un vrai problème. Il y a une vraie cristallisation autour de cet enjeu-là. Après, pour moi, il y a un problème. Il faut quand même contextualiser un peu. Il y a un contexte qui est extrêmement répressif depuis, on va dire, le début des années 2000 en France. On pourra en reparler un peu plus après. Entre les interdictions juridiques de stade, les interdictions administratives de stade qui datent de 2006, les interdictions de déplacement des supporters. Je rappelle que là, lors de la dernière saison, il y avait un match sur 8 qui était l'objet d'une interdiction de déplacement, l'interdiction de boire de l'alcool, l'interdiction d'utiliser des engins pyrotechniques, plus toutes les questions de fichage généralisé de vidéosurveillance. Alors pour les supporters qui voient ces nouvelles sanctions, et puis il faut savoir aussi que la LFP, donc la Ligue de football professionnel, qui est l'instance dirigeante, enfin l'instance qui organise le championnat de football français, il y a encore quelques semaines, n'avait jamais fait aucune sanction contre l'homophobie. Donc là, on passe de rien du tout en 2 semaines à du tout répressif. Donc pour ces supporters-là qui sont acculés, pour eux, c'est une mesure de plus.
Oui, Marie-Cécile Nave, vous êtes spécialiste entre autres de la question du genre et du sport. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette question de l'homophobie dans les stades et puis de ce folklore supposé donc devoir perdurer pour les uns ou au contraire être interrompu assez rapidement pour d'autres? Le sport, c'est longtemps un monde à part, un monde un peu à l'abri des règles de droit et des règles d'éthique. Il se croit toujours d'ailleurs sur un certain nombre de sujets juridiques un petit peu à part. Et maintenant, on se rend compte que ça ne passe plus. Que c'est de plus en plus difficilement admissible d'entendre certains propos, Des certaines insultes actes, sexistes, voilà. racistes. Il y a une culture viriliste, il y a une culture de l'homophobie et du sexisme dans le sport et en particulier dans le foot, mais à tous les niveaux du foot. Pas simplement dans les tribunes, dans les clubs, dès le plus jeune âge. On entend des choses qui sont dites aux petits garçons, tu vas quand même pas jouer comme une gonzesse, etc. Voire plus radical. Pour dire les choses les plus soft. C'est ce qu'on appelle en sociologie la masculinité hégémonique ou la masculinité toxique. C'est des expressions de la sociologue australienne Rewin Connell. Avec aussi cette culture de l'insulte qui fait référence au viol. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des insultes contre Stéphanie Frappart, l'arbitre française. Absolument. qui a eu aussi les mêmes types de réflexions dans certaines tribunes. Après, ce qui se passe aujourd'hui, on est sans doute dans une phase de transition, avec, comme je le disais, des choses qui ne passent plus, qu'il y a une porosité de plus en plus évidente entre la société en général et le monde du foot en particulier. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt d'une inaction et d'une complaisance vis-à-vis d'une culture viriliste profondément machiste dont ce que vous voulez dire, c'est que ça fait très longtemps que cette culture est en place, qu'elle est instaurée, donc c'est ce que certains appellent le folklore du football, et que là, brutalement, on changerait du tout au tout en quelques semaines ou en quelques mois, mais qu'il n'y a pas eu les prémices d'une réflexion sur ce changement, en l'occurrence. Non, et surtout, elle n'a pas lieu à tous les niveaux, d'où l'impression par certains groupes de supporters, d'abord d'être amalgamé avec ceux qui profèrent des insultes homophobes, sexistes et racistes, ça continue quand même. Le fait d'être coupé des élites, des dirigeants, du monde du foot, du monde du sport, qui, elles, ne font pas leur mea culpa. Et il manque cruellement déjà une culture sur les questions de genre dans le monde du sport, une culture vraiment très importante sur les questions de genre, de discrimination, qu'on a l'air de découvrir aujourd'hui avec des effets d'annonce parfois, mais il n'y a pas de réelle volonté sur tout le territoire français pour que ça change. Il y a un manque cruel de formation, d'éducation, de sensibilisation à tous les niveaux, du petit club local jusqu'au niveau des plus grandes instances du foot. Ludovic Lestrelin, on a vu non seulement des insultes homophobes, mais également, c'était le cas pour ce match de Nice-Marseille, des banderoles. On sait l'importance des banderoles dans un stade, des banderoles très très longues qui faisaient des jeux de mots sur l'homosexualité dans les tribunes, donc, et en particulier avec des références au drapeau arc-en-ciel. Comment donc est-il possible de rentrer de telles banderoles aussi longues et aussi imposantes dans un stade? Comment est-il possible de faire en sorte qu'il n'y ait pas que des insultes, mais aussi une agression visuelle, Ludovic Lestrelin? Sur le fait de rentrer des banderoles dans le stade, il y a tout un tas d'astuces qui permettent de le faire. Soit ce sont des accointances et des complicités. Le virage est quand même un univers qui est approprié, qui est un peu la maison des groupes de supporters, et ils y ont leurs habitudes et ils savent comment procéder pour faire rentrer les messages qu'ils le souhaitent. Est-ce qu'il y a un jeu entre les clubs de supporters, la Ligue de football professionnel, le ministère? Est-ce qu'il y a une sorte de discussion à distance par l'intermédiaire de ce qui se passe dans les stades de façon vocale, mais aussi par ces messages qui ont été des messages de provocation pour ce match Nice-Marseille? Oui, bien sûr, très clairement. C'est une façon d'interpeller les autorités sportives et les autorités publiques, et une façon effectivement de répondre à la mise à l'index des groupes de supporters qui est faite depuis quelques semaines. Parce que pour tous ceux qui ne connaissent pas très bien ce milieu des supporters et des clubs de supporters, qu'est-ce que vous appelez la mise à l'index des clubs de supporters?
Il y a notamment dans les groupes ultras un positionnement qui est un positionnement de refus de l'autorité extérieure, de revendication d'une autonomie, une autonomie d'action, autonomie de pensée, et la volonté de ne pas être soumis à des ingérences externes. Donc de ne pas plier à des autorités extérieures. Non, bien sûr. Donc le fait de... Michael Correa a très bien expliqué le contexte, qui est un contexte ancien de tensions très fortes entre les groupes de supporters français et les autorités, notamment la Ligue de football professionnel. Et effectivement, la question de l'homophobie vient ici se rajouter à tout un tas de sujets de discorde. Et de fait, on est dans une situation qui ressemble à aujourd'hui une impasse. On peut se demander un petit peu comment vont se dérouler les matchs du week-end qui approchent. Il y a notamment une rencontre au sommet entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Étienne, qui sont deux rivaux sportifs historiques du championnat français, avec une animosité entre les groupes de supporters. Je suis curieux de voir comment le match va se dérouler dimanche soir. On écoute une archive, c'est une archive toute récente puisque c'était le 26 août dernier, donc cette semaine, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports. Je pense que la langue française est assez fournie en injures pour qu'ils puissent choisir d'autres injures. Si toutefois on pense que c'est indispensable d'injurier l'équipe adverse pour supporter sa propre équipe, ce que je ne pense pas, mais chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais en tout cas, ce type d'injure-là qui fait que d'autres personnes qui, elles, sont homosexuelles, se sentent affectées par ce type de mots, c'est pas admis dans notre société, donc ce n'est pas admis dans un stade de football. Et c'est tout simplement ce message-là que j'avais envie de dire. Je pense que si on a envie de trouver des injures, on peut en trouver. Et d'ailleurs, ils s'en sont donnés à cœur joie. Donc, c'est pas restreindre la liberté que de dire on va pas injurier avec ces mots-là l'équipe adverse. C'est tout simplement demander le respect pour les personnes qui se sentent concernées. Michael Correa, voilà ce que dit Roxana Maracineanu, la ministre des Sports. Vous pensez, vous, que cette question des insultes homophobes n'est pas la même, par exemple, en France que dans d'autres pays, soit d'Europe, soit, par exemple, aux États-Unis? Il y a, disons, une discipline dans la façon dont on s'adresse aux troupes adverses qui serait différente dans certains autres pays? Là, par rapport aux États-Unis, c'est très particulier. On parlait tout à l'heure du virilisme structurel, la masculinité structurelle au football. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les deux grands bastions de la virilité, c'est le football américain, c'est le hockey sur glace. Le football, justement, c'est un espace qui a été plutôt construit, délaissé. C'était plutôt un espace déjà qui était réservé aux immigrés latinos. Et là, depuis les années 70, en lien un peu avec la vague féministe de cette époque-là, c'est un sport qui a été avant tout approprié par les femmes. Donc déjà, on voit qu'il n'y a pas les mêmes intérêts, il n'y a pas les mêmes enjeux de pouvoir, il n'y a pas les mêmes enjeux de représentation des corps au sein de cet espace-là. C'est-à-dire que Mégane Rapinoe n'est que, la pointe avancée ou le dernier maillon d'une chaîne qui remonte beaucoup plus loin. On pourrait dire ça, oui. Et c'est vrai qu'on peut avoir des joueurs masculins qui pourront faire leur coming out. C'est quelque chose qui est complètement tabou ici en France. Et qu'on va avoir justement les luttes LGBT qui peuvent être beaucoup plus portées par les joueuses et aussi dans les stades. Ça, on le voyait aujourd'hui durant la Coupe du Monde. Durant l'été dernier, lors des matchs par exemple États-Unis contre France, on pouvait voir de nombreux drapeaux arc-en-ciel au sein des stades ici en France. Marie-Cécile Nave, justement, sur ces appréhensions différentes justement de la manière dont on se comporte dans un stade selon qu'on se trouve en France ou ailleurs, et donc peut-être d'une culture homophobe française qui n'est pas simplement la culture homophobe des supporters de football, mais qui serait une culture homophobe beaucoup plus ancrée dans la société française que dans d'autres sociétés. Je pense que c'est assez commun en Europe, mais c'est assez récent. Les insultes homophobes, c'est pas depuis 100 ans, c'est, je dirais, une petite trentaine d'années. Mais moi, ce qui me frappe aussi, évidemment, j'ai pas d'éléments scientifiques pour étayer ce que je vais dire là, mais c'est une impression. Et donc ça mériterait, pour le coup, peut-être que un travail. L'héritage de la Coupe du Monde féminine 2019, dont on nous promet tant de choses sur le plan de l'égalité et de l'émancipation, pourrait financer des recherches là-dessus. On sait ce qu'on doit à l'idée qu'en 98, on allait avoir une société arc-en-ciel qui serait beaucoup plus ouverte. Très intéressant. Voilà. C'est très intéressant ce que vous dites, puisque les retombées sociétales des grandes compétitions sportives, notamment de 98, mais c'est également vrai pour la Coupe du Monde 2018 et
plus encore parce qu'elle est en France, celle de 2019, on n'en fait rien. On n'en fait rien, on ne l'utilise pas politiquement, on ne sait pas l'évaluer. Sinon de la communication. Oui, mais ça retombe. Et ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'a frappé, mais ça n'a pas de valeur scientifique ce que je dis là, c'est que les supporters et supportrices dans les matchs de la Coupe du Monde féminine, c'était absolument différent de ce qu'on voit aujourd'hui, du sujet dont on parle aujourd'hui. Pourquoi ? Est-ce que ça pourrait être étayé par des recherches scientifiques ? Pourquoi on n'en finance pas justement pour voir quel type de supporters assistent à ces matchs et comment on pourrait s'inspirer de cette réalité-là pour faire évoluer les choses en soutien avec la recherche scientifique. Brièvement, Mickaël Correa, et puis ensuite Ludovic Lestrola. Oui, juste pour rajouter, pour rebondir un peu sur la phrase de la ministre des Sports, bon, il y a aussi une culture française des instances dirigeantes, des entraîneurs, etc., qui, véhiculent cette homophobie-là. Je rappelle par exemple que Didier Deschamps, qui est notre sélectionneur national, en 2007... Et qui tient des propos disant justement qu'il faut interdire les chants homophobes dans les stades aujourd'hui. Oui, mais quand par exemple, il y a en 2007 entraîneur de la Juventus, qui est à l'époque un maillot rose, la première chose qu'il dit, moi ce qui me dérange avec le rose, c'est que c'est la couleur des gays, c'est quand même que ça véhicule quand même un certain discours. Quand la ministre des Sports justement se drape des vertus de la lutte contre l'homophobie, mais que l'été dernier elle va au Qatar pour promouvoir la Coupe du Monde de football 2022 et que c'est quand même un pays où l'homosexualité est passible de 5 ans de prison, il y a aussi une responsabilité politique. Quand Sepp Blatters justement il va aussi au Qatar, l'ancien patron de la FIFA, et qu'on lui demande qu'est-ce qu'il pense justement de cette répression de l'homosexualité au Qatar, la réponse qu'il fait c'est les supporters gays devront s'abstenir de relations sexuelles pendant la Coupe du Monde. Donc il y a aussi une responsabilité extrêmement importante des élites sportives du football. Oui, ce que dit Mickaël Correa est très juste, c'est-à-dire que ce qui crée aussi les tensions actuelles dans les tribunes des stades français, c'est l'impression chez les supporters qu'ils ont le dos large et qu'en fait on leur fait endosser une responsabilité qui devrait évidemment impliquer l'ensemble des acteurs du football et au-delà du football, parce que ça a été dit par vos intervenants avant, c'est aussi toute une culture sportive qui est concernée par ces questions de sexisme ou d'homophobie. Donc effectivement, ça concerne tous les acteurs sportifs et du football, les responsables, les éducateurs, les entraîneurs, les joueurs ont aussi donc un rôle à jouer. Par ailleurs, sur une remarque sur la façon de vivre le football en Europe et en France, parmi d'autres pays, on est sur une logique qui est une logique participative. Les règles qui sont celles de comportement dans les stades de football ne sont pas du tout celles qui prévalent dans un stade qui accueille une compétition de tennis, par exemple. Ou même de rugby d'ailleurs. Oui, et tout à fait. Bien sûr qu'il y a une différence avec les règles qui sont en cours dans les stades de rugby. Et le football repose sur une logique participative. Les groupes de supporters, évidemment, cherchant à œuvrer pour orchestrer le soutien. Y compris avec des outrances, y compris avec disons, une augmentation de la valeur de ce qui est dit, en particulier dans ces tribunes. Tout à fait. Et c'est là où toute la difficulté aussi de ce sujet, c'est qu'il y a une modalité sérieuse du supporterisme, c'est-à-dire qu'on estime que le soutien à son club est une cause sérieuse, donc on s'y engage et on va se mobiliser avec ferveur et on voit dans le match des enjeux forts. On fait en quelque sorte, on fait du match un drame au sens fort du terme. Mais à côté de cette modalité sérieuse, il coexiste une modalité facétieuse, parodique et qui joue sur la distanciation, sur l'humour, sur le jeu en quelque sorte. Donc c'est une application paradoxale en fait, en permanence. Oui, mais on peut dire tout de même, Ludovic Lestrola, que justement ce côté facétieux s'exerçait dans une France, mettons des années 20 ou des années 30 sur des thèmes qui aujourd'hui ne sont plus du tout à l'ordre du jour et qu'on est dans une sorte d'ajout dans ces thèmes qui sont interdits parce qu'ils sont interdits dans le reste de la société, le racisme, l'antisémitisme ou des choses comme ça, et on ajoute
aujourd'hui l'homophobie, alors à la suite justement de toutes ces interdictions précédentes. Les normes sont évolutives, évidemment. Ça a été évoqué auparavant, à la fin des années 80, au stade Vélodrome. Joseph-Antoine Bell, qui avait porté les couleurs marseillaises pendant 3 ans, était adulé du public quand il était joueur marseillais. Il revient sous les couleurs bordelaises. Il revient sous les insultes, sous les insultes racistes, les colibés et les jets de bananes. Ce genre de choses ne se voit plus aujourd'hui. Il y a toujours des insultes racistes, notamment de la part de groupes politisés à l'extrême droite, mais c'est une minorité. Il y a eu une évolution des comportements et ce qui est effectivement admis à une époque ne peut plus l'être à d'autres temps. De ce point de vue-là, ouvrir le débat sur l'homophobie me semble tout à fait louable. Après, il faut le faire avec méthode. Le temps du débat, vous écoutez le temps du débat sur France Culture à 18h41 avec nos invités. Nous essayons de comprendre s'il faut justement considérer le stade comme une société à part. Marie-Cécile Nave. Les stades, qu'on le veuille ou non, sont une caisse de résonance et peuvent être un lieu aussi d'innovation, puisque le sport se prétend très souvent exemplaire, avec des valeurs du sport qui sont souvent incantatoires, pleines de bonnes intentions. C'est vrai qu'on en parle beaucoup des valeurs du sport. Voilà. Et souvent, cette expression valeurs du sport, c'est aussi un alibi pour l'inaction en matière d'émancipation et d'égalité. Effectivement, entre les valeurs du sport dans les années 20 et les valeurs d'aujourd'hui, par exemple, la question de la professionnalisation est passée par là. Mais maintenant, pas que ça, mais ça se voit. Maintenant, ça se voit et le décalage est fort. Et je crois que ça pourrait être... Ce qui se passe aujourd'hui, ça pourrait être aussi l'occasion justement d'associer les clubs de supporters, d'associer les clubs, d'associer les communes. C'est-à-dire de penser les supporters comme des citoyens actifs qui sont capables de proposer, de devenir dans une vraie démocratie des acteurs justement de la situation. Oui, des acteurs qui pourraient réfléchir avec les associations de lutte contre l'homophobie, avec les associations de lutte contre le sexisme, avec des chercheurs, avec les décideurs, pour mettre en place une sensibilisation, une formation, des chartes de bonne conduite. Ça permettrait de les associer, de compter aussi sur leur expertise, sur leur connaissance du terrain et de la communauté ou des communautés de supporters pour aller dans ce sens de l'émancipation. C'est ça aussi la démocratie représentative. Le sport, c'est un sujet politique. C'est pas un monde qui est à part, justement, pour reprendre le titre de votre émission. Alors justement, la Ligue de football professionnel réunit le 5 septembre prochain des associations de supporters pour discuter de cette question-là. Mais il n'y a pas simplement la question de l'homophobie et des chants homophobes. Il y a la question de l'alcool qui a été posée pendant tout cet été, en particulier avec ce dialogue entre la ministre des Sports et la ministre de la Santé, donc autour de la possibilité ou non d'autoriser au-delà des 10 matchs prévus par la loi, puisqu'il y a 10 matchs qui peuvent permettre l'entrée de l'alcool dans l'enceinte sportive. Certains députés voudraient qu'il y en ait plus et qu'on puisse ouvrir ainsi une source de rémunération pour les clubs. Il y a aussi l'interdiction de déplacement des supporters qui sont de plus en plus nombreuses. Michael Correa, donc on a là un faisceau de faits très intéressants qui nous disent peut-être que le stade est soit un lieu à part de la société, soit un lieu qui, prélude peut-être un ordre social à venir. Et je pense pour moi, elle est clairement un laboratoire de la répression aujourd'hui en France. Effectivement, les citoyens, les supporters sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Donc ça veut dire que ce qu'appelle de ses voeux Marie-Cécile Nave, c'est-à-dire qu'on les considère comme autrement, comme des citoyens de plein droit qui peuvent justement décider, discuter, débattre. Ça vous paraît pas dans leur... Les supporters veulent ça, bien évidemment. Et les supporters doivent être considérés comme des acteurs du football à part entière. Mais aujourd'hui, dans le foot business, dans la marchandisation extrême du football, le supporter en tant qu'acteur à part entière n'existe pas. En tout cas, c'est un impensé ou c'est un angle mort
totalement délibérée. Aujourd'hui, les supporters veulent réagir, veulent être des acteurs démocratiques à part entière. Ça, je pense, encore, quand on dit que c'est un peu une caisse de résonance de la société, aujourd'hui, oui, la société aspire de plus en plus à participer à la démocratie. Ça se retranscrit avec le mouvement des Gilets jaunes, avec le mouvement Nuit debout il y a quelques années, avec le mouvement des places, avec les révoltes aussi aujourd'hui qu'on a eu récemment en Algérie. Et oui, les supporters, au même titre que n'importe quel citoyen, veut avoir son mot à dire. Vous évoquez l'Algérie, par exemple. L'Algérie, le stade est devenu, et en particulier les clubs de supporters dans les stades, est devenu le lieu d'apprentissage, pourrait-on dire, d'une volonté démocratique dans cette société. C'est là où sont nées les premières protestations, et des protestations non violentes dans la société algérienne. Oui, même ces dangereux ultras qu'on pointe du doigt régulièrement, et là depuis quelques temps. Là, en Algérie, les ultras, en tant que justement force autonome, comme mouvement qui est indépendant des clubs, qui a aussi sa culture propre, aussi une certaine culture de l'anonymat. Aujourd'hui, en Afrique du Nord, on l'a vu pendant les printemps arabes en Égypte et en Tunisie, et on l'a vu là en février dernier, enfin depuis février dernier en Algérie, c'est devenu le fer de lance de la contestation du régime. Donc oui, ces clubs-là, ces groupes de supporters-là, c'est aussi, on va dire, des structures, on va dire, d'éducation populaire pour transmettre certaines valeurs de solidarité, d'anti-autoritarisme, de contestation de l'autorité, d'émancipation, et d'émancipation. Et Ludovic Lestrelin, cet exemple de l'alcool est un exemple intéressant, puisque à l'instant même, Michael Correa évoquait la question des gilets jaunes. On voit qu'il y a une dimension gilets jaunes ou lutte des classes dans cette discussion autour de l'alcool dans les stades, puisque d'abord, les dirigeants eux-mêmes voudraient bien faire entrer de l'alcool, puisque ça permettrait de gagner un peu plus d'argent dans le spectacle sportif. Et de l'autre côté, eh bien, on entend les responsables de clubs de supporters qui disent « mais nous, on n'a pas le droit de faire entrer de l'alcool dans les stades puisque c'est interdit, mais en revanche, dans les tribunes VIP, eh bien là, on peut boire autant d'alcool que l'on souhaite et ça ne pose de problème à personne, Ludovic Lestrelin. » Oui, je crois que là, ça renvoie effectivement à l'image sociale que véhicule le supporter. On va pas faire l'histoire du supporterisme, mais vous en êtes un historien, vous pouvez le faire si vous voulez. Mais on voit qu'il y a déjà une ambiguïté très vite en fait autour de cette figure du supporter. On ne sait pas très bien la définir dès les années 20-30 quand le spectacle du football s'organise, se développe. Déjà à cette époque-là, on ne sait pas bien la définir, et elle suscite de l'ambiguïté et aussi du mépris parfois. Alors au mieux, encore aujourd'hui, soit c'est de l'incompréhension qui prédomine sur le monde des supporters, et au pire du mépris. Ce qui est fondamentalement dommage, parce que beaucoup de choses aujourd'hui... Vous qui avez fréquenté justement ce milieu des supporters, il y a plus de richesse que ce qu'on croit. Mais en fait, c'est quand même une erreur de considérer que c'est finalement en fait des bandes d'abrutis qui se réunissent chaque week-end pour faire sortir la colère rentrée qu'ils ont pu accumuler durant la semaine. Surtout qu'il y a des différentes catégories de supporters et que tous les milieux sociaux sont représentés dans ce supporterisme, en l'occurrence. Il y a une grande diversité. Le monde du supporterisme est un monde extrêmement diversifié. Et aujourd'hui, on tend à le résumer au monde des ultras parce que ce sont les plus visibles, les plus voyants qui orchestrent l'animation dans les stades. Mais ça ne se résume pas forcément qu'à ces groupes-là. À l'intérieur de ces groupes, d'ailleurs, ultra, il y a aussi une plus grande diversité sociologique qu'on le pense. Ce ne sont pas uniquement des enfants des classes populaires et notamment des classes populaires les plus précarisées. C'est faux. C'est extrêmement diversifié. Il y a des enfants des classes populaires, des fractions stables, des classes populaires, des classes moyennes et parfois des jeunes issus de milieux sociaux plus élevés. Et par ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de choses passent par les stades et par le football. L'apprentissage, effectivement, de l'action collective, l'apprentissage d'une forme de citoyenneté pour toute une partie de la jeunesse européenne et française. Les grandes questions qui se posent, elles vont être en quelque sorte traduites
dans le langage footballistique, la vie de la cité, en quelque sorte, passe par le langage du football, en fait. Marie-Cécile Nave, sur ces questions justement de lutte des classes, de peuple des loges, puisqu'on les appelle comme cela, ceux qui sont dans les loges, et puis ceux qui se trouvent dans les tribunes, et des différences, pourrait-on dire, qui sont affichées à l'occasion, par exemple, de cette question autour de l'interdiction de l'alcool dans les stades. Oui, je souscris complètement, à la fois au fait qu'il y a une impression très forte de décalage entre le sort qui est réservé aux supporters et ce qui est réservé à, entre guillemets, l'élite qui a accès aux loges VIP, dans le sens où le sport se pense à l'abri des grands enjeux politiques du moment. Je reviens toujours à ça, mais il pense que le foot en particulier, mais le sport d'une manière générale, pense qu'il est à l'abri de la crise de confiance qui aujourd'hui s'adresse aux élites en France et partout en Europe. Et je souscris également au fait que c'est dommage de ne pas miser sur ces communautés de supporters, dans le sens où elles ont un ancrage local, où elles peuvent avoir un ancrage dans certains types de communautés locales, territoriales, sociales, qui peuvent être et qui ne sont pas suffisamment mobilisées par les instances du foot et les élites politiques pour effectivement en faire un nouveau terreau d'éducation populaire, un nouveau terreau d'éducation tout court, parce que quand vous emmenez votre enfant dans un stade et qu'il entend des insultes homophobes ou des insultes sexistes, là, c'est aussi la responsabilité des familles, hein, si je puis dire. Ça annihile tout le travail considérable qui est fait par l'école, le collège, le lycée, en lien notamment avec les associations dont on a parlé tout à l'heure de lutte contre l'homophobie et pour l'égalité. Mickaël Correia. Oui, oui, non, je voulais vous demander justement si cette question de l'alcool dans les stades était, disons, vous l'avez évoqué tout à l'heure, proche de la question des Gilets jaunes, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait là une confrontation de classe entre des gens qui disent écoutez, maintenant on ne peut pas payer nous les tribunes telles que les gens qui sont dans les tribunes VIP les payent, ça coûte trop cher, nous on vit et on aime le sport, on a envie de venir voir notre équipe, mais simplement on n'a pas ces moyens-là, et eux ils peuvent effectivement boire tout à volonté si vous voulez, tandis que nous c'est interdit. Oui, effectivement, il y a un vrai mépris de classe, je pense, un classisme, en tout cas, comme on dit aujourd'hui. Il y a aussi un discours qui peut rappeler un certain discours du début du XXe siècle, encore une fois, un certain discours hygiéniste envers les classes populaires. Ce qui est important... Il faut lire les travaux des historiens en particulier sur la question de l'alcool à la fin du XIXe siècle et des classes populaires. Les classes dangereuses, hein. Ouais. Les classes dangereuses, exactement. Mais effectivement, il y a aussi cette différence entre le peuple des loges et le peuple des tribunes, on va dire. Pour les néophytes aussi, il faut rappeler qu'il y a une vraie structuration sociale du stade en fonction des différents, de la façon dont on apprend le spectacle et aussi dans la fonction, en fonction, je veux dire, de sa fonction sociale. Quand on parle des virages, c'est les fameuses tribunes qui sont derrière les buts, c'est là où les places sont moins chères, c'est là où il y a les supporters justement les plus passionnés, et aussi on va se situer debout. C'est impossible pour ces supporters-là de regarder un match assis, puisqu'on est acteur encore une fois pleinement du match. C'est vrai que sur les côtés, ce qu'on appelle les latérales, les places sont beaucoup plus chères, c'est là qu'il y a justement les carrés VIP, c'est là qu'il y a aussi les autorités du football et les autorités du club. Et il y a aussi un dialogue qui peut s'engager. Enfin, des tribunes, on veut aussi envoyer des messages pour justement contester des fois l'autorité du club, tel entraîneur ou tel dirigeant. Donc il y a un espace de dialogue social au sein du stade. Et c'est vrai que là, toutes ces questions autour de la répression, vous voulez dire que cette subtilité, parce que ce que vous décrivez, c'est une société subtile. Les uns et les autres. Vous nous expliquez que ce que l'on voit de l'extérieur ou ce que l'on croit voir de l'extérieur de cette société des supporters, de cette relation entre les uns et les autres, c'est beaucoup plus caricatural quand on le regarde de l'extérieur que toutes ces relations que vous décrivez, qui peuvent se jouer par des jeux de regard, par des jeux d'insultes à l'adversaire, etc. Et que tout cela, eh bien, il faudrait l'analyser plus finement pour pouvoir mieux comprendre ce qui se joue dans une enceinte comme un stade pendant un match, Marie-Cécile Nave. Mais ça existe, c'est documenté. Moi, j'ai dirigé il y a quelques années plusieurs mémoires de master sur les ultras, dans le foot notamment. C'est documenté. Il y a de la recherche là-dessus. Il faut qu'elle... Il faut qu'elle infuse et qu'elle... C'est un vieux débat que j'entretiens moi-même. Et la recherche doit davantage infuser auprès des responsables et des décideurs politiques, sportifs. Il y a une méconnaissance assez forte de la réalité sociologique du sport. Il faut donc brancher les dirigeants des clubs et les dirigeants des ligues
sur cette recherche-là et peut-être lui faire financer aussi, d'ailleurs dans un contexte difficile pour la recherche aujourd'hui, lui faire financer de nouvelles recherches. Vous me faites plaisir en me disant ça. Michael Correia et Ludovic Lestrelin. Oui, non, sur cette question, la finesse des rapports de pouvoir, hein, on parle vraiment de ça au sein d'un stade. Bon, il y a aussi toutes les dynamiques de gentrification. Pour moi, il y a une vraie gentrification des stades qui a lieu depuis quelques années. Ça se traduit notamment pour l'augmentation du prix des places hein, et qui effectue un vrai tri social dans les tribunes et dans les virages. Une place aujourd'hui au Parc des Princes, par exemple, les moins chers, c'est 45 €. À Marseille, le prix des abonnements a augmenté de 120% ces 4 dernières saisons. Obligatoirement, on sait très bien qui on veut trier dans ces espaces-là. Vous n'êtes pas d'accord, vous, Ludovic Lestrelin, avec cette question de la gentrification? Vous pensez qu'en tout cas, on n'est pas arrivé au stade, si je puis dire, au stade de l'Angleterre, par exemple, où cette gentrification est déjà accomplie? Je suis plus prudent, effectivement. On n'en est pas là au stade, effectivement, de l'Angleterre, qui, je rappelle, le football en Angleterre est véritablement le sport de la classe ouvrière, ce qui n'a jamais été en France. Le public des stades de football est diversifié socialement. Pareil, mais plutôt que de gentrification, moi je parlerais plutôt de Disneylandisation. C'est surtout sur les usages, en fait, la transformation des usages, de ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire au stade. Et c'est la transformation du supporter en client, et c'est la transformation du spectacle du football en une industrie du divertissement. C'est surtout ça, moi, à mon avis, que le football français est en train de vivre. On est dans une sorte de période charnière, de période de transition. Voilà. Moi, c'est plutôt ça qui me semble caractériser le cas français, parce que le Paris Saint-Germain, certes, est touché par une inflation galopante des tarifs, mais dans les autres stades de l'Hexagone, c'est pas tout à fait juste. Et puis, il y a toute cette spectacularisation du football, en particulier par l'intermédiaire de la télévision. On change les horaires sont décalés pour des publics qui sont des publics à conquérir pour le football, en particulier le public chinois, le public qatari ou le public du Golfe. Tout cela, effectivement, change aussi pour les supporters la condition de supporter, puisqu'on a des horaires qui sont moins pratiques qu'auparavant, par exemple. Oui, pour continuer sur cette question de la gentrification, Disneylandisation, pardon, on est effectivement dans une marchandisation en outrance du football. Le but, c'est d'attirer donc non plus des supporters, mais des spectateurs, des consommateurs solvables. Et c'est vrai que adapter des horaires de matchs en fonction du marché, ça permet encore une fois d'opérer un tri. Là, pour ce qu'on appelle le championnat la nationale, la 3e division, tous les matchs, il y a une lutte en cours justement pour modifier ça de la part de l'Association nationale des supporters, se passe le vendredi à 18h. Qui sait qui peut aller voir un match dans un stade le vendredi à 18h. Effectivement. Marie-Cécile Nave, merci d'être venue avec nous, puisque vous êtes auteur du sport outil d'émancipation des femmes à travers le monde. On peut se référer à cet ouvrage, mais puisque vous avez parlé de ces masters sur ces questions de sport, eh bien vous pourrez peut-être nous donner les liens, on les mettra sur le site du Temps du Débat. Ainsi, nos auditeurs pourront aller plus loin en lisant des masters sur ces questions-là. Merci Ludovic Lestrelin, vous êtes hier en duplex depuis France Bleu Normandie à Caen, que nous remercions de vous avoir accueilli, et vous êtes auteur de L'autre public des matchs de foot aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Quant à vous, Michael Correia, vous êtes auteur de l'Histoire populaire du football aux éditions de La Découverte. C'était le Temps du Débat, conçu et préparé par Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille et Louise André. À la technique ce soir, Laurie Vachon, et à la réalisation, Marie-Laure. Si vous voulez, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture en podcast et nous suivre également sur la chaîne France Culture sur YouTube. Merci donc également pour la vidéo à Jean-Guilain Meige.